Les guerres commerciales modernes qui se déroulent actuellement dans le monde autour de nous coûtent des milliers de milliards de dollars à l'économie mondiale. Mais l'impact de ce qui n'est finalement que des taxes, des tarifs, des subventions et des contingents sur les biens échangés à l'échelle internationale pourrait être presque insignifiant comparé aux luttes pour une ressource bien plus précieuse, la main-d'œuvre qualifiée. Le commerce international était autrefois une pratique lente et coûteuse, avec de petits navires non optimisés transportant des marchandises qui devaient être chargées et déchargées manuellement des deux côtés. Le porte-conteneurs standard de transport intermodal a été inventé pour la première fois au début du XXe siècle, mais ce n'est que 50 ans plus tard, au début des années 1960, que sa popularité a explosé et qu'il est devenu la norme de l'industrie pour le transport international. Aujourd'hui, il est inhabituel de transporter des marchandises sans qu'elles soient embarquées dans l'un de ces conteneurs. Des flottes entières de navires immenses et des ports de transport ont même été spécifiquement conçus pour fonctionner exclusivement avec ces conteneurs. Cependant, les systèmes hautement efficaces sont souvent les plus fragiles, et ces rigidités ont causé certains problèmes. L'une des plus grandes causes de pénurie d'approvisionnement de 2021 a été une pénurie de porte-conteneurs plutôt qu'une pénurie de marchandises. Malgré ces problèmes, le commerce mondial n'a jamais été aussi simple et peu cher. Ce qui signifie qu'il est souvent moins onéreux de fabriquer quelque chose de l'autre côté de la planète et de l'expédier par-delà l'océan plutôt que de le fabriquer localement. En fait, c'est même presque systématiquement toujours moins cher. Même aux États-Unis, un pays doté d'une immense industrie manufacturière, seulement 53% de la demande finale de biens manufacturés est produite par des fabricants nationaux. Pour un grand nombre de personnes, ce chiffre pourrait même sembler élevé, ce qui montre à quel point il est devenu normal et banal que les demandes soient satisfaites par des fournisseurs du monde entier. La mondialisation a été globalement un processus positif pour l'économie mondiale. Des dizaines de pays à travers le monde ont pu se développer rapidement en fournissant des biens et des services à faible coût aux économies avancées, et beaucoup d'entre eux disposent désormais de marchés intérieurs évolués et robustes. Mais bien sûr, il y a aussi eu des perdants. Les travailleurs produisant des articles qui peuvent être facilement expédiés partout sur la planète doivent désormais rivaliser avec tout le monde, et pas seulement les concurrents de leur propre pays. Les pertes d'emplois ne sont jamais politiquement populaires. C'est pourquoi, malgré les avantages du libre-échange, des restrictions à l'importation existent dans chaque grande économie à travers le monde. De nos jours, l'une des choses parmi les plus précieuses et influentes qui entrent et sortent des économies sont les êtres humains. Et tout comme les biens transportés sur des navires porte-conteneurs, il est devenu beaucoup plus facile pour les travailleurs qualifiés de se déplacer de n'importe où vers n'importe où avec très peu de véritables restrictions. Tout comme dans le libre-échange, la migration qualifiée a déjà ses gagnants et ses perdants. Et comme tout libre-échange, ces mouvements deviendront inévitablement un puissant outil géopolitique. Alors, quel pays bénéficie actuellement le plus du mouvement accru de travailleurs qualifiés à travers le monde ? Quel pays subsiste le plus de pertes ? Quels outils économiques les pays pourraient-ils utiliser pour lutter contre les guerres de compétences ? Et enfin, quel impact cela pourrait-il avoir sur les individus, les nations individuelles et finalement l'économie mondiale ? De la migration qualifiée résulte presque toujours un bénéfice net pour la nation qui accueille le migrant qualifié, car le gouvernement peut contrôler le nombre de personnes autorisées à entrer dans le pays, les conditions d'admission et les compétences recherchées. Généralement, les économies avancées, qui sont les destinations les plus attrayantes pour les migrants qualifiés, n'ouvriront pas de programme de visa qualifié aux étrangers si les postes peuvent être pourvus par des citoyens, car ce sont ces mêmes citoyens qui élisent leurs dirigeants et ils sont plus susceptibles de voter pour un gouvernement ayant un tel programme. Les migrants qualifiés peuvent également contribuer à l'économie de différentes manières. Ici en Australie, notre économie dépend largement de la remise de diplômes universitaires aux étudiants internationaux. Malgré l'immense richesse de nos ressources naturelles, l'éducation reste l'une de nos principales exportations. Ce que cela apporte à l'économie, c'est l'arrivée de personnes qui contribueront directement à l'injection d'une somme significative dans l'économie locale grâce aux frais de scolarité universitaire, puis contribueront encore davantage pour le logement, la nourriture et les biens et services de consommation générale. Ils le font pendant 3 à 5 ans avant de devenir des travailleurs qualifiés tout au début de leur vie active. Et le pays qui accueille ces étudiants peut soit décider de les renvoyer dans leur pays d'origine, soit leur offrir un visa de travail où leurs compétences contribueront aux industries du pays hôte et leurs impôts au gouvernement de ce même pays. Les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni bénéficient également grandement de la migration qualifiée et des étudiants internationaux, bien que dans une moindre mesure comparée à l'Australie. Bien que ce ne soit pas aussi direct, les pays peuvent également bénéficier des transferts de compétences de différentes manières. Certains pays, notamment ceux qui développent des projets économiques majeurs,
attirent souvent des travailleurs expatriés qui sont différents des travailleurs migrants qualifiés car ils ont l'intention de séjourner dans le pays pendant une durée déterminée. Même si le pays hôte ne garde pas les travailleurs qualifiés et en fonction de la durée du séjour de l'expatrié, il se peut qu'ils ne perçoivent pas non plus de recettes fiscales liées au travail. Cela peut parfois être un arrangement encore plus bénéfique car les travailleurs arrivent juste au moment où ils sont nécessaires. Ils appliquent leurs compétences pour développer un projet, puis repartent. Lorsque Taïwan a rapidement développé son infrastructure industrielle dans les années 1970, elle a fait venir des milliers de travailleurs expatriés pour aider à concevoir et superviser ses projets exceptionnels. Au lieu de former ses propres citoyens pour être capable de concevoir et de construire une centrale nucléaire, elle a simplement fait appel à des experts du monde entier. Ces expatriés avaient déjà construit des centrales similaires auparavant et étaient prêts à commencer la construction instantanément, plutôt que d'attendre une décennie pour qu'une équipe locale reçoive la formation nécessaire pour le faire elle-même. Ces compétences n'auraient pas non plus été très utiles après la construction de la centrale, car au cours des 50 dernières années, Taïwan n'a construit que 2 centrales nucléaires et maintenant 2 d'entre elles sont en cours de déclassement. La construction de projets majeurs comme celui-ci est un exemple extrême, mais des projets similaires se déroulent actuellement partout dans le monde. Les États du Golfe ont délibérément construit de grands projets pharaoniques depuis des décennies maintenant. La raison pour laquelle ils font cela n'est pas parce que la tour la plus haute du monde ou les îles artificielles ont une valeur d'utilité au milieu d'un désert avec un espace infini et en bord de mer, mais plutôt parce que de tels projets attirent des travailleurs étrangers qualifiés et des entreprises qui souhaitent en tirer des bénéfices. Et ce faisant, ils s'installent dans le pays hôte, partagent leurs compétences et font de la région un centre autonome de commerce et affaires. Même à plus petite échelle, les expatriés temporaires peuvent rapidement ajouter beaucoup de valeur à une économie en formant la main-d'œuvre locale, à établir et gérer des industries locales. Une raison majeure pour laquelle des pays comme le Japon, Taïwan, la Corée du Sud et Israël ont pu se développer si rapidement au cours du dernier demi-siècle par rapport aux premiers industrialisateurs comme les États-Unis et l'Europe occidentale est que la technologie avait déjà été créée, et ils pouvaient embaucher des personnes qualifiées du monde entier pour leur apprendre comment mettre en place et gérer des industries de pointe. Même avec les avantages liés à l'importation de technologies et d'expertise existantes, ces pays ont dû gérer leur économie avec beaucoup de prudence. Cela a certainement permis d'accélérer les choses. Aujourd'hui, tous ces pays contribuent de manière significative à l'économie mondiale. Ils abritent des industries extrêmement précieuses et leurs exportations sont moins chères et souvent de meilleure qualité que celles que le marché mondial aurait pu offrir sans eux. Une partie de la raison de l'effondrement des prix mondiaux du transport maritime que nous avons évoqué au début de cette vidéo est due au chantier naval construit en Corée du Sud. Aujourd'hui, le pays est le plus grand constructeur naval du monde. Et tout comme il vous serait difficile de trouver un bien de consommation qui n'a pas été fabriqué en Chine, il serait probablement tout aussi difficile d'en trouver un qui n'a pas été transporté sur un navire sud-coréen. Ceci est une démonstration incroyable de la règle générale selon laquelle chaque changement dans l'économie mondiale entraîne au moins 2 autres changements. Mais dans le cas de l'échange libre de compétences, il semble que ces changements ne soient que positifs. Cependant, tout comme le libre-échange de biens à travers le monde, les échanges de compétences ont eu des gagnants encore plus importants et des perdants encore plus importants. Au cours de nos recherches pour cette vidéo, nous avons eu la chance de parler avec le Dr Bilari, le doyen du Bocconi, l'une des meilleures universités d'Italie. Ses idées étaient fascinantes, non seulement en raison de sa carrière distinguée en tant qu'éducateur, mais aussi en tant que personne étant au premier rang de l'un des pays les plus durement touchés par la libre circulation de la main-d'œuvre qualifiée à travers le monde. En fait, l'Italie est un émetteur net de diplômés plutôt qu'un récepteur net. Et c'est l'un des aspects dont le pays se plaint. Nous aimerions attirer davantage de personnes diplômées, plutôt que de les laisser partir vers d'autres pays. Je pense donc que du point de vue du pays, c'est un problème, surtout si vous êtes l'un des pays émetteurs. Cependant, permettez-moi de dire 2 choses à ce sujet. D'une part, du point de vue de l'individu, une plus grande liberté de mouvement est certainement une bonne incitation pour les individus. Vous voulez construire une bonne vie, vous avez de bonnes idées. C'est fantastique pour le monde de permettre à ces personnes de se déplacer. Le deuxième point de vue est que nous devons comprendre, du point de vue de la concurrence
pour les talents que les pays qui perdent ces personnes, peut-être parce qu'elles ont tendance à être suréduquées par rapport au niveau de l'économie de ce pays, devraient réfléchir sérieusement aux opportunités qui sont offertes à ces personnes dans un pays ou une région spécifique. L'Italie est une économie avancée avec un niveau de vie très élevé selon les normes mondiales. Mais son économie est toujours à la traîne par rapport à ses homologues d'Europe occidentale, qui à leur tour sont en retard par rapport à bon nombre des autres grandes économies avancées dans le monde, en particulier les États-Unis. Les opportunités d'emploi pour les jeunes travailleurs qualifiés en Italie sont limitées. Le chômage des jeunes est élevé et le sous-emploi des jeunes, où les gens occupent des postes qu'ils n'utilisent pas leurs compétences et gagnent moins qu'ils ne pourraient le faire, est également un problème majeur. La définition de l'emploi utilisée par la plupart des économistes qui établissent les statistiques nationales du chômage est la suivante. Toute personne âgée de plus de 16 ans ayant effectué au moins 1 heure de travail au cours de la semaine précédente. Ce qui est encore plus frappant, c'est que comme si cette barre n'était pas déjà assez basse, le chômage n'est comptabilisé que pour les personnes qui ne font pas au moins 1 heure de travail par semaine, tout en étant inscrits comme étant toujours en recherche active d'un emploi. Avec l'augmentation du nombre d'emplois dans le cadre de l'économie à la tâche, il peut facilement donner aux gens 1 heure de travail sans vraiment apporter aux travailleurs ou à l'économie les avantages qui résulteraient d'un emploi typique, ajoutant de la valeur dans un rôle qualifié. Les chiffres du chômage paraissent bien meilleurs que ce qu'ils sont en réalité. Maintenant, nous allons consacrer 2 vidéos entières dédiées à l'économie italienne déclinante et aux mensonges que les économistes racontent à l'aide des chiffres économiques. Je ne veux pas entrer dans trop de détails ici pour l'instant, mais assurez-vous de vous abonner pour ne pas les manquer lorsqu'elles seront disponibles. Le constat dans le contexte de libre-échange des compétences mondiales est que malgré des investissements importants dans l'éducation, et malgré le fait d'être encore une économie avancée avec des revenus élevés selon les normes mondiales, beaucoup d'étudiants italiens partent encore à l'étranger dès qu'ils le peuvent pour trouver de meilleures opportunités. Au niveau individuel, cela est compréhensible. Si de meilleures opportunités existent, les gens devraient avoir le droit d'en profiter. Mais au niveau national, cela pose un dilemme sérieux. En Italie, comme dans la plupart des économies du monde, l'éducation est fortement subventionnée par le gouvernement jusqu'au niveau du lycée. Puis dans beaucoup d'autres pays, l'éducation tertiaire est également subventionnée d'une manière ou d'une autre. Si un étudiant italien a son éducation payée jusqu'à l'obtention de son diplôme universitaire, puis qu'il travaille en Italie pour le reste de sa vie, le revenu supplémentaire qu'il obtiendra en pouvant occuper un poste plus productif rendu possible par cette éducation devrait, toutes choses égales par ailleurs, plus que se rembourser lui-même par le biais de taxes sur le revenu supplémentaire et de la prospérité économique globale pour le pays. Mais si cet étudiant obtient son diplôme universitaire et ne parvient pas à trouver du travail en Italie, et décide donc de partir à l'étranger pour de meilleures opportunités, il ne paiera pas d'impôts en Italie, et sa main-d'œuvre ajoutera de la valeur à une autre économie. Les technologies de communication, les voyages internationaux faciles et l'adoption généralisée de programmes pour travailleurs qualifiés ont rendu cela beaucoup plus facile qu'auparavant. Tout comme la suppression des barrières au commerce mondial a créé une course vers le bas pour déterminer quel pays pourrait produire des biens au plus faible coût, la suppression des barrières aux travailleurs a créé une course vers le haut pour déterminer quels pays sont prêts à payer le plus pour certaines compétences. L'Italie est l'un des plus grands perdants de diplômes hautement qualifiés dans le monde, mais d'autres économies avancées comme la Nouvelle-Zélande, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et dans une moindre mesure le Canada souffrent également des mêmes problèmes. Il n'est pas juste pour un pays de mettre des restrictions sur l'endroit où ses citoyens peuvent aller vivre et travailler. Les quelques pays dans le monde qui le font ne sont pas exactement des modèles d'issue économique idéale. Mais il n'est pas non plus juste ni durable que les contribuables subventionnent l'éducation de travailleurs qui ne produiront jamais de rendement pour le pays qui a financé leurs compétences en premier lieu. L'Italie est un pays qui lutte déjà avec une population vieillissante et une productivité en déclin chez les travailleurs. Elle ne peut pas vraiment se permettre de perdre les quelques jeunes travailleurs qualifiés qu'elle a déjà, et aura donc besoin d'une solution à ce problème qui ne semble pas avoir de réponse équitable. Jusqu'à présent, nous avons seulement examiné les économies avancées, et bien qu'elles devront également faire face à ces défis, elles ont la tâche plus facile comparée aux économies en développement et sous-développées. Même si les travailleurs peuvent trouver des emplois dans ces pays, les niveaux de revenus sont bien moins inférieurs à la moyenne mondiale et les conditions de travail sont généralement moins bonnes. Au-delà des simples opportunités de revenus, les économies en développement auront un système de santé plus faible, moins d'accès aux services publics et moins d'accès à l'éducation pour les individus et leurs enfants. Beaucoup de personnes originaires de pays développés vivront et travailleront à l'étranger pour obtenir de l'expérience ou pour aider leur carrière.
souvent dans l'intention de revenir finalement dans leur pays d'origine, mais beaucoup de jeunes venant d'économies en développement acquièrent des compétences dans l'unique intention de rester travailler dans une économie avancée. Certaines industries ont souffert lorsqu'elles ont été surpassées par des centres de services ou de fabrication externalisés dans des pays où les coûts de main-d'œuvre sont plus bas. Mais cette tendance pourrait menacer des économies entières qui ne peuvent simplement pas être compétitives, tout en perdant leurs travailleurs les plus jeunes et les plus productifs. Mais si c'est déjà un véritable problème et qu'il est susceptible de s'aggraver, alors comment les pays vont-ils se battre pour les compétences ? Des restrictions commerciales régulières sont mises en œuvre à 4 niveaux distincts, en utilisant 2 approches différentes, et les guerres de compétences sont menées de la même manière, mais à l'envers. Les outils que les pays peuvent utiliser pour limiter le commerce étranger sont les restrictions commerciales directes telles que les taxes à l'importation, les quotas et les interdictions, ou les subventions nationales. Si un pays ne veut pas que la Chine inonde son marché local avec des biens de consommation à bas coût, il peut introduire une taxe à l'importation sur ces biens. Ce qui signifie qu'après cette augmentation artificielle des prix, les biens importés seront moins compétitifs que les biens nationaux. Si cela ne fonctionne pas, une autre alternative consiste à limiter directement la quantité d'un bien pouvant être importé chaque année par le biais d'un système de quotas, ce qui incitera les fabricants locaux à combler le déficit. Dans certains cas, les pays peuvent également interdire purement et simplement certains produits d'entrée sur leur marché intérieur, soit en provenance de certains pays, soit de quiconque. Toutes ces mesures limiteront artificiellement l'offre de biens dans l'économie, augmentant les prix locaux, ce qui est de l'inflation. Mais c'est souvent un sacrifice que ces pays sont prêts à faire. La plupart des pays ont par défaut des restrictions commerciales de base parce qu'ils veulent protéger les industries locales qui offrent des emplois. Mais compte tenu des avantages du commerce mondial, ils concluront des accords commerciaux pour lever ces restrictions avec des partenaires commerciaux sélectionnés. L'exemple le plus évident serait celui de l'Union européenne, qui, en dehors de produits très spécifiques, exige que tous les pays commercent librement les uns avec les autres sans aucune de ces restrictions. Étant donné que l'inflation n'est pas politiquement populaire et que les accords commerciaux peuvent créer de nouvelles opportunités d'emploi en développant les industries locales, un autre outil plus subtil est souvent utilisé par les gouvernements pour protéger leurs industries locales. Si le pays qui tente de se défendre contre les biens de consommation bon marché importés de Chine était contraint de supprimer ses tarifs, quotas et interdictions dans le cadre d'un accord commercial, il pourrait atteindre le même résultat en subventionnant simplement les industries locales. Si les entreprises nationales bénéficiaient de subventions ou d'accès à des programmations de rachat garanties par le gouvernement, elles pourraient continuer à fonctionner de manière compétitive et à employer des personnes. Si un four à micro-ondes importé de Chine coûte $100 et qu'un four à micro-ondes fabriqué localement coûte $120, une subvention de $20 pourrait maintenir les biens fabriqués localement compétitifs sur le marché de la même manière que les droits de douane de $20 sur l'importation chinoise. L'approche de la subvention signifie également que les biens pourraient être maintenus moins chers. Les fours à micro-ondes sur le marché bénéficiant de subventions coûteraient $100, tandis que les fours à micro-ondes sur le marché soumis à des droits de douane ou des quotas coûteraient $120. Maintenant, bien que cela semble être une bonne chose, il y a toujours un compromis. Si le gouvernement dépense de l'argent pour rendre les biens locaux plus compétitifs, il devra éventuellement compenser ces dépenses supplémentaires par des impôts supplémentaires. Ce qui devrait, toutes choses étant égales par ailleurs, rendre le pouvoir d'achat du ménage moyen exactement le même que si les fours à micro-ondes coûtaient $120. Sauf que ces $20 supplémentaires iraient maintenant aux impôts plutôt qu'à la caisse enregistreuse. En réalité, toutes choses ne sont pas égales et l'inflation ou le niveau de prix plus élevé des biens et services impacte normalement davantage les ménages les plus pauvres, tandis que les impôts plus élevés affectent plus lourdement les ménages plus riches. Encore une fois, ce qui est important pour la question des guerres commerciales et des guerres des compétences, c'est qu'il y a un compromis. L'un des plus grands avantages des subventions est souvent simplement de maintenir des industries qui ont de la valeur, même si elles ne sont pas mondialement compétitives. L'un des plus grands programmes de subventions au monde est le rachat par le gouvernement américain des produits agricoles, souvent bien au-dessus des prix du marché. La stabilité que cela offre aux agriculteurs américains qui savent combien leur récolte se vendra signifie que les États-Unis auront toujours une industrie agricole forte, ce qui donne au pays l'énorme avantage de la sécurité alimentaire qui, aux yeux des décideurs politiques, vaut la peine d'avoir un marché légèrement inefficace. Ainsi, le gouvernement des biens et services entre les pays va de l'échange libre complet aux restrictions régulières, aux guerres commerciales, puis aux sanctions absolues à l'extrémité la plus extrême. Pour les biens et services, les pays contrôlent la position de leurs partenaires sur ce spectre par le biais de restrictions et de subventions. Et cela fonctionnera exactement de la même manière avec les personnes, mais dans le sens inverse. Alors que les pays veulent restreindre l'importation de biens et de services étrangers et encourager leurs biens locaux à être exportés vers d'autres marchés,
Ils veulent encourager l'importation de travailleurs qualifiés et restreindre leur propre main-d'œuvre qualifiée de quitter le pays. Bien que dans les deux cas, l'objectif final soit de maintenir et d'étendre les industries locales. Jusqu'à présent, la seule chose que les pays avancés ont eu besoin de faire pour attirer des travailleurs qualifiés est d'augmenter les quotas, un outil classique utilisé pour restreindre le commerce. Lorsque les économistes parlent des êtres humains, ils ne l'appellent pas réellement des quotas, mais des visas, mais c'est effectivement la même chose. Un travailleur qualifié qui souhaite s'installer en Australie devrait demander l'un des quotas limités de visas de travailleurs qualifiés et être approuvé. En assouplissant cette limitation, l'Australie pourrait attirer efficacement un nombre illimité de travailleurs qualifiés. D'autres pays moins attirants pour les travailleurs étrangers doivent faire un peu plus d'efforts et offrir des incitations aux personnes qui viennent s'y installer. Cela peut prendre la forme de faibles taxes, de logements à prix réduit, d'emplois garantis ou d'une combinaison de tout cela. Ceci est encore rare, mais des pays, voire des villes, ont fait la une des journaux en proposant des maisons à 1 $ et des pays comme les États du Golfe, susmentionnés, se rendent également attrayants pour les travailleurs en ayant des taux d'imposition très bas. Ce que ces pays font effectivement, c'est offrir des subventions pour attirer des travailleurs qualifiés. Cela ne semble pas si mal jusqu'à ce qu'on réalise que les gouvernements pourraient également utiliser des outils tels que les tarifs douaniers et les interdictions absolues. Un tarif douanier pourrait prendre la forme d'une taxation des travailleurs quittant leur pays d'origine, en plus des impôts qu'ils devraient payer dans le pays où ils travaillent. Cela s'appelle une imposition basée sur la citoyenneté, par opposition à une imposition basée sur la résidence. Ce qui signifie que les personnes payent des impôts uniquement dans le pays où elles vivent et travaillent, même si elles sont citoyens d'un autre pays. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul pays dans le monde qui a ce système, c'est les États-Unis. Partiellement, c'est parce que les États-Unis sont l'un des rares pays ayant suffisamment d'influence et de capacité administrative pour s'assurer que tous leurs citoyens paient des impôts, peu importe où ils se trouvent dans le monde. Cela peut rendre le fait de quitter les États-Unis pour de meilleures opportunités artificiellement moins attrayant, car leurs citoyens finiraient par payer 2 ensembles d'impôts sur le revenu, ce qui éliminerait probablement l'avantage du revenu plus élevé en premier lieu. Certains autres pays ont des versions plus ciblées de ces règles fiscales, où les citoyens devront payer des impôts dans leur pays d'origine s'ils s'installent dans un paradis fiscal, mais de plus en plus de pays envisagent maintenant un modèle similaire au système américain, afin de continuer à bénéficier de leurs travailleurs qualifiés même s'ils les perdent. Pour les pays en développement, cela pourrait être une énorme opportunité. Le gouvernement pourrait générer beaucoup plus de recettes fiscales en envoyant un travailleur à l'étranger dans un pays à haut revenu que s'il gardait ce travailleur sur place et le taxait à un emploi à faible revenu. Si les pays pouvaient effectivement le faire, les travailleurs qualifiés pourraient devenir une exportation très précieuse, mais il y a des défis. Les pays qui veulent des travailleurs qualifiés ne sont pas tenus de partager combien un travailleur migrant ou expatrié gagne avec leur pays d'origine. Et les pays en développement n'ont certainement pas la capacité et l'influence des États-Unis pour les contraindre à coopérer. La manière la plus extrême pour les pays de gagner la bataille pour les travailleurs qualifiés consiste simplement à interdire à leurs propres citoyens ayant certaines compétences de travailler à l'étranger. Cela se produit évidemment dans des régimes autoritaires comme la Corée du Nord, la Russie actuellement, l'ancienne Union soviétique et dans une moindre mesure l'Iran. Même si les pays avancés ouverts, libres et démocratiques ont commencé à mettre en place certaines restrictions sur les lieux où les travailleurs qualifiés peuvent et ne peuvent pas travailler. Les citoyens ou résidents américains ayant des compétences dans l'industrie des semi-conducteurs ne sont pas autorisés à travailler dans l'industrie technologique chinoise. Pour l'instant, il s'agit d'une mesure motivée davantage par la géopolitique que par l'économie pure, mais cela a montré que c'est possible et pourrait continuer à l'avenir. Le côté négatif de toute restriction, que ce soit sur les biens, les services ou les personnes, c'est qu'elles se font au détriment de la prospérité de l'économie mondiale dans son ensemble. Le monde est aujourd'hui beaucoup plus riche et prospère qu'à n'importe quel moment de l'histoire, et cela est en partie grâce à ses libertés. Des libertés qui offrent également une meilleure vie à des millions de personnes. Avant de nous engager dans des guerres de compétences, j'espère que les décideurs politiques tiendront compte du fait qu'un meilleur chiffre du PIB ne signifie pas grand-chose s'il se fait au détriment du mode de vie de leurs concitoyens. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.